Toute première émission de la 5e République. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce mardi pour débattre de l'actualité sociopolitique. Deux invités. Aujourd'hui, Adam Adjrounou, le patron du journal Vision d'Afrique. Vision d'Afrique qui est dans les kiosques ce matin même au prix de 250 francs. Adam, bonjour. Bonjour Anita. Ça fait un bail. Oui, bon. Quand les gens travaillent pour la République. Vous avez décidé de me ressusciter, je suis là. Et comme tu le sais, tu as déjà amorcé, vous savez, nous avons toujours travaillé gratuitement pour la République et la 5e République également nous continue. J'ai toujours dit que je ne suis pas concernée. Non, tout le monde concerné, c'est pour la bonne cause. C'est à cause du gratuitement que je ne suis pas concernée. Ah, ok. Alors, Adam, comment vous allez? Ça va, et la rédaction de Vision d'Afrique, avec son site, ça se passe bien avec collaborateurs? Ça va, c'est pas la grande forme, mais on rend grâce à Dieu. Et la grande tournée de votre association, ça s'est bien passé? Oui, ça va, on va continuer. Ça continue? Oui, on va continuer encore sous peu. Vous savez, en tout cas, les événements liés aux élections, etc., ont mis un frein à ce qu'on a démarré. Mais je pense que cette page est en train d'être très rapidement. On va retrouver encore le chemin de ces sensibilisations, peut-être avec d'autres thèmes, pas naturellement de la 5e République qui ne va pas faire défaut dans cette tournée-là. Puis il faudrait qu'on explique le concept et le fond de la chose à nos populations. Merci, courage à vous. Abel Zendodi, le patron du site d'information gakogoe.tg avec nous également. Abel, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Et le groupe de presse Mania Libéré. Mania se porte très bien, Gakogo se porte très bien, le groupe va à merveille. Et puis vous savez que nous sommes tout le temps présents sur le terrain, on dira. Nous sommes sous presse. Dans les villages reculés, oui, dans les villages. On connaît villages. le nom des villages que oui, nous, on n'a jamais visité. Non, mais c'est bien Abel cela. maîtrise ces villages. Oui, si Gakogo ne maîtrise pas les villages, la dénomination, le nom que porte donc le site n'aura plus son sens. Gakogo, on parle de Gakogo, on parle du Gon. Et donc c'est dans les villages naturellement. Non, mais c'est dans les villages que... Et vous nous laissez Lomé, vous allez dans vos villages. Lomé même, c'est un village pour les natifs du milieu. Donc tout le monde vient d'un village. Et donc derrière ça, vous savez également que au-delà, avant quand même de mettre en place la structure Gakogo, nous sommes donc de la société civile et donc nous avons une association qui s'appelle Les Amis du Village. SOS Les Amis du Village. Non, association Les Amis du Village. Et donc vous voyez, donc nous sommes toujours liés au village et tout ce qui se passe dans nos traditions, dans nos coutumes, dans nos contrées les plus regroupées, dans nos communautés de base et tout. On ne doit pas abandonner les villages. Alors, c'est bien de nous rappeler que les Amis du Village existent toujours et que vous continuez par travailler sur le terrain. On vous est proche de ces populations défavorisées à travers des dons que vous faites par moment, surtout aux enfants. Merci à vous. Eh bien, chers téléspectateurs, nous parlerons de la 5e République. Bien sûr, on parlera des résultats des élections législatives et régionales. Parlons du premier sujet. Le chef de l'État a promulgué hier lundi la loi portant révision de la Constitution. Le Togo passe donc du régime semi-présidentiel au régime parlementaire. Les appels, on se souvient, des appels étaient lancés de part et d'autre au chef de l'État, lui demandant de ne pas promulguer cette loi, mais finalement c'est fait. Adam, vos sentiments? Non, je pense qu'il n'y avait pas eu de surprise liée à cette promulgation, puisque c'est vrai, lorsque nous sortons du Togo, il y a des tests, notamment j'ai essayé de parcourir un peu un test qui est également qui suit l'actualité en Géorgie, par exemple, qui a fait 3 relectures à l'Assemblée nationale, qui n'est pas encore promulguée. Mais vu que la semaine dernière était
pour moi, puisqu'il y a un délai qui était laissé après ce vote-là pour que le chef de l'État puisse promulguer la loi. Cela n'avait pas été fait. Donc nous disons, étant donné qu'après ces élections et que UNIR toujours avait la majorité plus qu'absolue, donc je me disais, même si ce n'était pas promulgué, le chef de l'État a toute la latitude de revenir sur les terres pour être promulgué. Donc on s'y attendait, puisqu'on ne peut pas demander une relecture si tant est qu'on ne veut pas donc promulguer cette loi. Donc je savais que ça allait être promulgué. Donc il n'y a pas de surprise. Mais puisque le chef de l'État, il le dit souvent, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de sa population. Et c'est une partie de cette population qui lui demande de ne pas promulguer cette loi. Oui, vous savez, avec tout le recul, je pense que ce que vous dites est vrai. Mais lorsque vous suivez un peu l'actualité, vous comprendrez que soit les partis politiques de l'opposition, mais également la société civile, certains avaient pris ce motif-là pour appeler les Togolais à voter naturellement contre cette loi en sanctionnant UNIR. Moi, je pense que les résultats de ces législatives... C'est peut-être ce qui explique le taux d'abstention. Bon, non, de toutes les façons, le baromètre sont les élections, puisque certains disaient qu'il fallait interroger à fond le peuple parlant donc du référendum. Je pense que certains ministres ou certains analystes avaient demandé à l'opposition qui pouvait faire de ces élections donc un référendum. Je pense que ce référendum-là a tourné en défaveur de l'opposition, ce qui a conduit UNIR à faire ce drap de marée de Covid. Donc ça voudrait dire quelque part que oui, ça voudrait dire quelque part que le peuple est d'accord pour cette 5e République, puisque la sanction demandée n'a pas eu lieu et l'opposition également a fait piètre figure lors de ces élections-là. Donc je me dis pratiquement que cette vote-là est à la lutte d'un référendum pour cette 5e République qui vient d'être promulguée. Eh bien, Abel, même question. Quels sont vos sentiments quand hier nuit vous avez appris que le chef de l'État a promulgué cette loi? Je vous ai vu même publier un article. Bien sûr, ils sont toujours au front, comme on le dit. Chap-chap, comme vous avez l'habitude de le dire. Voilà, il faut sonner le Gakogwe, comme nous avons l'habitude de le dire dans notre rédaction. Et donc, c'était pas comme une surprise. Hein. On l'attendait, on s'attendait naturellement à cela. Mais quand on ne savait pas, parce que le chef de l'État est le seul garant de la légitimité, de la légalité donc, du pays, de la gestion naturellement, c'est lui-même qui a demandé la rélecture de ces tests. C'est dire tout simplement qu'il a vu des choses, des imperfections, et pour cela qu'il a demandé la rélecture. Et cette rélecture qui a été donc faite le 19 avril, on devait compter 15 jours, puisque la loi prévoit 15 jours pour que les tests, en tout cas les nouveaux tests, soient promulgués. Bon, ce n'est qu'hier que le chef de l'État l'a promulgué. Et déjà à partir de cet instant, il y a eu quand même des commentaires, des débats sur les réseaux sociaux, même dans les médias. Depuis hier, des débats ont continué. Et sur la légitimité de cette promulgation. Justement, par rapport à ça, quand on parle de légitimité, les gens évoquent plutôt la légitimité des députés qui ont introduit ce test. Parce que pour eux, cette assemblée n'est plus légitime. Oui, cette assemblée n'est plus légitime, c'est selon ce que certains juristes ont évoqué, mais d'autres juristes également disent que c'est jouable. Mais nous, nous ne sommes pas quand même dans cette logique-là. Nous ne sommes pas en tout cas, nous ne sommes pas allés à leur école de droit. Et donc, ce sont eux, professeurs des universités, qui se contredisent. Et donc, vraiment, je ne me vois pas rentrer dans ce jeu. Ce que moi je dis, légitimité ou légalité de cette loi, ça revient quand même au chef de l'État et à ses conseillers spéciaux donc de voir l'opportunité de cette loi-là. Donc c'est ce qui a été fait. Bon, par rapport au débat dont je faisais allusion, ça a un lien avec les 15 jours francs, les 15 jours de la promulgation, bien, pour promulguer ces lois-là. Moi je dis, il y a encore un autre problème que nous devons, en tout cas il y a des zones d'ombre que nous devons relever. Pour ceux qui pensent que le chef de l'État a promulgué cette loi hors délai, je crois que
Les 15 jours devraient, selon les calculs, prendre fin le 3 mai. Alors que c'est le 6 mai que le chef de l'État a promulgué la loi. Mais vous pensez que dans la maison de la présidence, il n'y a pas de gens qui étudient, qui travaillent sur ces textes-là? Peut-être qu'il a retiré les 2 jours fériés. Là. Non Donc, seulement 2 jours. Dans le temps. Oui, même si c'est 2 jours, on parlerait plutôt de 5. Maintenant, ce n'est pas 2 jours, c'est 2 jours. Mais le jour du vote, c'était un jour férié pour le Togo. Ce n'était pas un jour férié ordinairement, ce n'était pas un jour ordinaire où les Togolais ne travaillent pas, mais c'était quand même un jour férié pour le Togo. Et ça doit compter. On ne peut pas demander au chef de l'État de promulguer une loi un jour du vote. On ne peut pas lui demander de promulguer cette loi-là le 27 avril peut-être, ou le 1er mai, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait que nous laissons l'essentiel. On abandonne carrément l'essentiel pour s'attaquer aux inutilités. Vous voyez un peu. Et donc moi je dis que... Comme vous voyez, on peut... Parce que lorsque vous posez le débat dans le sens de la légalité et parlant de l'opportunité liée au jour de la promulgation de cette loi, moi je pense que le débat n'en est pas là. Je l'ai dit tantôt, parce qu'on ne peut pas parler de cette opportunité sans faire référence véritablement à la nouvelle législature dans laquelle nous rentrons. Puisque vous l'avez dit, le chef de l'État est à l'écoute de sa population. Et être à l'écoute de sa population, c'est lui qui l'a dit. Bon, de toute évidence, tout revient au même. Parlant donc de l'écoute de cette population, il a véritablement attendu à ce que, au sortir des urnes, qu'on puisse véritablement voir est-ce que les Togolais sont pour ou contre. Puisque tout le débat était là, puisque les gens ont jugé opportun de pouvoir lier l'opportunité de cette 5e République donc, à l'élection que l'on a eue. C'est justement ce qui a fait que le chef de l'État a attendu les résultats de cette élection-là pour promulguer la loi. Donc c'est cette écoute-là qui l'a conduit à cela, sinon il avait toute la latitude de pouvoir promulguer cette loi avant la proclamation. Donc je pense que maintenant, puisque cette question du timing qui est posée doit être fondamentalement liée au score de ces urnes-là, parce que lorsqu'on pose la question du timing, est-ce que le chef de l'État n'a plus encore la majorité qu'il faut? S'il tel est qu'il ne veut pas prononcer. Donc ça revient au même. Donc moi je pense que c'est un débat inutile. Passons à autre chose que de pouvoir rester dans ces détails qui ne sont pas opportuns de mon point de vue. Alors, Abel, je vous laisse continuer maintenant dans le sens où aujourd'hui, ce n'est plus la raison qui dirige certains de nos débats, mais le sentiment. Oui, Est-ce que pour un débat politique, on a besoin d'aller là? Non, pour un débat politique, il faut être droit. Il faut être clair, il faut exprimer véritablement. Il faut être logique, il faut être dans une logique donnée. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que nous avons en face des communautés, des gens qui n'ont pas les mêmes compréhensions des choses que nous autres. Et surtout, pour l'homme politique ne peut pas aussi raisonner comme nous autres observateurs. J'ai suivi un de nos doyens des médias qui a raccroché depuis bientôt 15 ans ou 10 ans, si je m'abuse, sur un plateau. Et il disait donc aux journalistes qui étaient autour de ce plateau-là qu'eux, ils parlent en tant que journaliste et que lui, il parle en tant que politique. Et donc, veut dire que le politique a d'autres raisons. Il a d'autres raisons d'expliquer ce qu'il veut. Et afin quand même d'accrocher les gens vers sa vision ou sa position. Donc, ce n'est toujours pas réel, vrai, et ce que le politique dit. Tu ne peux pas prendre... Ce que le politique dit est différent de ce que l'observateur dit. Vous voyez un peu. Tu peux être de la société civile. Quand tu es observateur, tu n'as pas un penchant. Tu veux éclairer la lanterne de la population. Tu dis les choses clairement parce que tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à gagner. Mais le politique veut toujours gagner. En voulant
toujours gagner, ils passent très souvent à côté de la plaque. Et c'est ce qui fait que nous devons réveiller le citoyen. Est-ce qu'on va dire que c'est à côté de la plaque? Peut-être que chacun mais à côté de l'essentiel, à côté de la vérité. Mais si tu passes à côté, tu vois la vérité en face, mais tu dis autre chose. Par exemple, aujourd'hui, quand Adam le dit tout à l'heure, il faut quand même sortir de cet amusement, de calcul primaire pour dire que oui, tel jour, à tel jour, ça doit faire 13 jours plus 2, moins 1 fois 3. Ça ne donnera rien du tout. Mais ça, c'est le politique qui le fait, parce que le politique veut toujours embrouiller une partie, le sentiment d'une partie du peuple. Et ce peuple, c'est le bas peuple, c'est le pauvre peuple qui en pâtit. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, nous autres, nous essayons de dire aux gens que quand vous avez un politique en face, ne lui accordez pas la totalité en tout cas, du crédit. C'est ça, c'est une politique, peu importe d'où il vient, que ce soit du pouvoir, que ce soit de l'opposition, n'accordez pas du crédit à 100% à ce que le politique dit. Il va vous mentir. Vous connaissez ce qu'il vous dit. Allez-y, analysez. Parce que là, déjà, si on pouvait, si on n'avait pas un sens clair de la chose, on serait tombé dans ce jeu. Pour dire que oui, le chef de l'État a promulgué hors de délai. Vous voyez un peu. Donc il faut quand même qu'on sorte du sentiment pour dire quand même ce qui est réel au peuple. Sinon, eh bien, quand on parle de loi promulguée, on parle des députés à l'Assemblée nationale et les résultats provisoires sont tombés. Les résultats provisoires des législatives sont tombés il y a quelques jours à Adam Adjrono. David, on peut à la une du journal Vision d'Afrique, Adam Adjrono qui a sa une dit ceci: élection législative, UNIR rabaisse le caquet à l'opposition. Je rappelle que UNIR s'en est sorti avec 108 sièges à 10-2, faisant de ce parti politique du responsable, le chef de file de l'opposition. L'ANC, le FDR et la DMP reviennent avec un siège chacun. Adam, voilà votre une. Oui. Et on voit les bleus-blancs. La vague bleu-blanc. Oui, je pense que faisant une petite analyse sur d'abord ces élections, il y a de quoi que l'on revienne. Vous savez, on n'a pas eu une compétition électorale de très haut niveau, puisque vous savez, après le boycott des élections de 2018, où il y avait ce lexique-là lié à certains partis politiques qui avaient estimé que lors des législatives à venir, ils verront véritablement si les députés, entre griffes, qu'on appelait nommés, etc., où il y avait ce tiraillement-là qui était là. Donc, UNIR a mis la barre très très haute, attendant véritablement. Et là, les gens ne sont pas d'accord, ils estiment que ce sont les moyens de l'État. Bon, de toute évidence, moi j'analyse d'abord la forme de la campagne. J'analyse la forme de la campagne. C'est en ce sens que je dis UNIR n'a pas eu en face un adversaire de taille pouvant permettre d'avoir une compétition de très haut niveau. Le second aspect que l'on peut véritablement dégager, c'est le fait que nous avions vu qu'en réalité, c'est le peuple qui a plus résisté, aussi bien à l'opposition qu'à la mouvance présidentielle. Parce qu'il ne sert à rien de pouvoir dire tout simplement que voilà, une a raflé. C'est vrai qu'il y a des localités reconnues comme étant fiefs de l'opposition, où UNIR a essayé de faire véritablement des percées, mais au même moment, même si l'opposition n'a pas su tirer son épingle du jeu dans certaines localités également considérées comme fiefs de la mouvance présidentielle, mais lorsque vous voyez le nombre d'effectifs de votants, vous comprendrez en réalité que c'est vice-versa, sauf que avec la proportionnelle, ils n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu et avoir des députés dans ces localités-là. Mais au moment également, le désenchantement de la population togolaise liée à la question électorale est une question réelle. Parce qu'on parle du taux, en tout cas, d'abstention ou de participation qui, dépassant déjà 51%, on se frotte les mains. Mais moi, j'ai poussé un peu la réflexion en parlant donc du nombre de bulletins nuls. Lorsqu'on prend des milliers de bulletins nuls et qu'on sort cette proportion-là,
du taux d'abstention obtenu, vous comprendrez qu'en réalité, qu'on n'atteint pas le seuil de 50%. Ça voudrait dire quelque part que les Togolais sont désenchantés de la question politique. Et je pense que c'est un aspect qui devait donc intéresser tous les partis politiques. C'est vrai que lorsque vous payez ces bulletins nuls, on peut estimer que, vu que UNI est le seul parti politique aujourd'hui à avoir un électorat assez stable, et c'est ce qui a été constaté, on peut estimer que ces bulletins nuls-là sont en tout cas des bulletins nuls qui devaient être des opportunités pour l'opposition. Mais au même moment, je pense que si l'opposition n'arrive pas véritablement à entretenir, en tout cas, ces votants pour les amener à comprendre que nous sommes en face d'un enjeu politique de taille et qu'ils ne devaient pas avoir, en tout cas, cette l'attitude de pouvoir voter des bulletins nuls. Les bulletins nuls, je le dis, ce n'est pas une question de pédagogie. Les gens ont voté volontairement des bulletins nuls. Parce que vous êtes, oui, vous allé. Étiez avec eux? Non, vous êtes allé de vous à moi. Nous sommes allés dans les urnes. Vous avez vu, est-ce qu'on a besoin de pédagogie pour voter? Tout était bien plié. Donc, me dire qu'il peut y avoir des bulletins nuls, ce n'est pas évident. Par A plus B, je ne vois pas. Peut-être que vous mettez la main là. Non, mais les gens l'ont fait. Oui, il y a au des moment de plier. Non, quand vous avez vu. C'est vrai que c'était déjà plié, mais au moment de plier. Non, ce sont des détails. Lorsque vous prenez l'encre, de vous à moi, lorsque vous prenez l'encre, vous mettez la main dessus, de vous à moi, est-ce que même pliant, vous êtes sûr que cela peut entacher? Les gens ont entaché volontairement. On ne sait jamais. Non, ce n'est pas une question d'on ne sait. Nous parlons des faits factuels constatés dans les bureaux de vote. Tout était bien, on n'a pas besoin de pédagogie pour voter. Donc les gens l'ont fait volontairement. Ça, je vous le dis. Parce que les gens sont éduqués de telle sorte que vous arrêtez dans le bulletin, on n'a pas besoin. Vous, c'est déjà plié, vous ne pouvez que mettre. Donc si on a eu cette de bulletins nuls, ça veut dire que volontairement, les gens sont allés voter des bulletins nuls pour ne pas donner l'impression qu'ils ne sont pas sortis voter. Donc ils sont allés voter et d'autres on met 1, 2, 3. Ou d'autres font sciemment, ils mettent de l'autre côté pour donner l'impression que c'est en pliant que c'est fait, mais c'est faux. Nous savons véritablement que les gens sont déchantés de la question politique. Et cette question n'est pas une question de l'opposition ni du de inquiéter tout le monde. Ça doit inquiéter tous les partis politiques. Donc moi, je pense que voilà les détails qui devaient nous interpeller. Puis aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, lorsque vous voyez la présence sur le terrain, etc., personne n'aurait pu imaginer que UNI ne pourrait pas avoir majorité. Mais ce qui a étonné, c'est justement aller jusqu'à ce seuil-là. Ce qui voudrait dire quelque part que c'est en tout cas l'électorat de l'opposition qui n'a pas fait le job, hein, puisque UNI, lui, il a des électorats assez stables et qui comptaient sur lequel que s'il y a même des taux d'abstention, lui sortira gagnant. Donc c'est ce qui est advenu. Alors, Abel, du fort taux d'abstention. Bon, Adam tout à l'heure disait que les gens ont volontairement voté nul. Oui, les gens ont volontairement voté nul, ça c'est clair pour tout le monde. Et je crois que c'était visible même sur le terrain. Parce que quand vous voyez, comme Madame l'a dit, quand vous voyez donc les bulletins de vote, c'était déjà, oui, tout était, et même l'encre qui a servi donc au vote, pas l'encre indélébile, mais l'encre qui était dans les isoloirs, mais ça là par exemple, ça ne peut pas tâcher 2 ou 3 autres par candidat. Vous voyez, les colonnes sont bien espacées et tout, donc je crois que tout était bien là, parce que les gens voulaient juste avoir l'encre indélébile et donc ils sont allés et ils sont partis. Donc, oui, je ne sais pas pourquoi, où les gens ont sorti cette idée-là le jour du vote. J'ai rencontré quelqu'un, on discutait là, il me disait que lui, il est venu voter parce qu'il mène ses activités la nuit. Où est-ce que c'est écrit que si tu ne votes pas la nuit, quand on te prend, tu es foutu? Non, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est une précaution. Non. C'est une précaution qu'il faut prendre. En fait, on ne va pas se voiler la face. Attends, en attendant que tu nous reprennes. Abel avait la parole. Moi-même, j'ai échangé avec un grand frère qui me dit, mais j'étais vraiment fatigué de tout ça, mais bon, vu ses activités, s'il n'allait pas le faire, bon, on ne sait jamais. Ça peut porter préjudice sur ses activités. Vous savez qu'au moins l'encre dure, ça fait au moins 1 ou 2 semaines sur le doigt. Donc, quand vous allez dans les administrations, je ne sais jamais, mais ça dépend de celui, en tout cas de ce que la personne fait et comment il a appréhendé les choses. Et derrière ça.
C'était là, on a voté. Ah, Bon, ok. moi Donc, j'ai ouais. vu des gens, des amis, des journalistes qui n'ont pas voté, hein, et le message, l'argument, on sait déjà qui va gagner. Comme le citoyen lambda le dit, c'est un Est-ce truc que comme le ça. jour où Togolais peut sortir cette idée de la tête, on Voilà, sait qui va gagner. Ça ne jour, sert à rien d'aller voter. voilà, le jour où nous aurons des messages convaincants, des projets de société, je ne parle pas de nous politiques, hein, c'est que les politiques, je parle des politiques, le jour où ils auront des projets de société convaincants, ils auront quand même changé donc des messages à l'endroit de la population va comprendre. Aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu redondant ou après chaque élection, on parle de tricherie, on parle de vol, on parle de ci, de ça. C'est une notion qu'on a inculquée dans la tête donc des citoyens. Ce qui fait que le citoyen va se dire, ben, si nous votons, on va nous dire qu'on a volé, on va dire tout le temps qu'on a volé. Parce que c'est qui dit qu'on a volé? L'opposition qui chante tout le jour qu'on a volé, on a volé, on a volé. Et donc aujourd'hui, tout est clair. Et les observateurs, tout le monde le dit, que la partie, ou bien ceux qui se sont abstenus seraient peut-être des alliés de l'opposition. Parce qu'on leur a déjà dit, on leur a déjà inculqué cela, que même si vous votez, on va nous voler. Même si vous votez, on va voler. 90, on a voté, on a dit on a volé. Et 2098, on a voté, on a volé. 2003, on a volé. 2005, on a volé. 2010, on a volé. 2015, on a volé. On a volé, on a volé. Et donc à chaque fois, on vole. Et celui qui a 18 ans, peut-être en 90, ou bien celui qui a 18 ans en 92, et en 98, celui qui a 18 ans, celui qui a commencé par voter même en 2010, et qui entend chaque fois qu'on a volé, on a volé, on a volé, il va vouloir perdre encore son temps, aller perdre son temps d'abord, naturellement, et on le vole encore plus. Mais c'est un peu ça. C'est ce qui fait aujourd'hui que ce n'est pas une question d'incriminer la population, le citoyen qui a décidé de rester chez lui à la maison, non. C'est à nous, autres observateurs, et également, surtout aux politiques, de changer de message, de méthode, de stratégie de travail, de conquête donc de ce pouvoir-là dont ils ont, voilà, bon, puisqu'ils ont créé leur parti politique pour conquérir le pouvoir, pour diriger un jour ce pays. Mais si le message est tel qu'on nous a volé, bon, je crois que ça va arranger. Et derrière tout ça, là, le taux d'abstention. Moi, je dis une chose. Adam parlait de 51%, c'est plutôt 61%. Oui, c'est 61%. Les 61% dont on parle, puisqu'on a eu 4 millions, quelque chose d'enregistrés sur les listes électorales. Et puis, au niveau du vote, il y a eu plus de 2,5 millions de votes, de votants. Donc, les 2,5 millions, ça fait déjà plus de 50%. Donc, on a sorti jusqu'à 61%. Je crois qu'à Lomé, bien, dans la région maritime, dans la plus grande partie, Lomé, Agou, etc., vers les lacs, tout ça là, il y a eu tellement d'abstention vers le sud. Mais au nord, selon les informations, les résultats qui nous sont parvenus, le taux de participation est très élevé vers le nord. Voilà. Et donc, à ce niveau, c'est pourquoi il ne faut jamais résumer le Togo à la région maritime. Il faut quand même, c'est un mélange. Il faut faire tout ce calcul-là. Déjà, bon, même si dans les 2,5 millions, on nous parle de bourrage d'une, on nous parle de tricherie par-ci, par-là, au moins il y a une bonne partie qui a voté. Et donc derrière ça, pourquoi les gens n'ont pas voté l'opposition? Moi, je vais donner un exemple clair. Les gens ont voté pour l'opposition. Comment vous le savez? Oui. Vous étiez avec eux? Je n'étais pas avec eux. Les résultats qu'on nous a sortis, quand nous prenons par exemple un centre de vote de Ségbé, où on nous sort des électeurs, 5 000 électeurs, 2 000 qui ne se sont pas prononcés, et sur les... Non mais c'est plutôt 3 qui se sont prononcés, les 2 000 qui ont voté, et il n'y a eu que 760 quelque chose pour le parti au pouvoir unir. Les 1300 restants qui ont voté, c'est-à-dire que 2000 personnes ont voté. Il y a eu 700 quelque chose pour unir. Les 1300 restants, ou bien les 250 restants, ils ont voté pour qui? Ils ont voté pour l'opposition.
Je ne sais pas. Bien sûr, mais je n'invente rien. Je fais mes analyses sur la base des résultats Parler du centre sortis de oui, vote. de ce centre de vote. Et c'est peut-être comme cela que ça s'est passé ailleurs également. Et donc, l'opposition qui se retrouve a proposé 27 listes contre une seule liste pour unir. Est-ce que vous voyez ça? Donc la population, celui qui ne veut pas voter unir, a voté quelqu'un de l'opposition, a voté une liste de l'opposition. Les voix sont émiettées. Les voix sont émiettées. Et donc, on ne peut. C'est que les voix sont émiettées. Déjà, 3000 voix. Est-ce que 3000 voix peut te donner un siège? Alors, 5000 voix, tu n'as pas un siège. C'est ceux Abel. qui ont fait des exploits pour atteindre au moins 20 000 voix, 21 000 voix, qui ont pu avoir les. Alors, Abel, si on comprend bien votre analyse, l'erreur de l'opposition peut-être, c'est peut-être d'aller en rente dispersée à cette élection. Oui, C'était regroupé. ben, eux-mêmes, ils vont quand même tirer la leçon de ce qui s'est passé. Moi, je donne un exemple clair et c'est sur la base des résultats sortis des urnes. On nous présente un centre de vote qui a vu voter 2000 personnes. 2000 personnes et plus. Maintenant, sur ces 2000 personnes, UNI n'a eu que 760 quelque chose, 1000. Maintenant, les 13 000 restants là sont partis où? Mais si c'était un seul candidat de l'opposition qui a remporté les 13 000 voix, est-ce que UNI a gagné dans ce bureau de vote, dans ce centre de vote? Voilà. Et donc, arrêtons de raconter des histoires avec eux. Voyons en face la vérité. Voyons quand même la vérité en face et soyons objectifs. Et sur cet angle, c'est sur cet angle-là que, en début d'émission, le politique ne va jamais voir ce côté. Le politique ne vous dira jamais ce que je suis en train de vous dire. Le politique va dire, ok, on a volé, on a eu... Voilà, donc c'est... Pour dire ça. Alors, déjà, l'opposition parle de bourrage d'urnes. Vous avez suivi un peu hier Maître Dodi à Pévon qui a dit qu'il y a eu des bourrages d'urnes, que c'est une élection volée et tout. D'abord, que peut faire 5 c'est ça, hein, ils sont 5 personnes face à 108 personnes, Adam, dans une telle assemblée. Non, vous savez, l'Assemblée nationale, c'est vrai, dans le vote des lois, doit être dynamique. Donc, le dynamisme d'une Assemblée nationale dépend également du débat contradictoire que l'on peut avoir. Mais le débat contradictoire ne voudrait pas 100% dire que, au sortir du vote d'une loi, que vous avez raison ou pas. Mais l'essentiel, c'est que vous ayez pu débattre sur l'opportunité que revêt le vote d'une loi et que les insuffisances puissent être relevées. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc, ce n'est pas rien, mais justement, ne prenons pas également ces résultats comme étant définitifs, puisque vous savez, il y a le passage de la Cour constitutionnelle qui, au regard d'un certain nombre d'aspects, j'en suis certain que l'opposition peut également améliorer son score à ce point de vue-là, si tel est que certains partis d'opposition ont pu, en tout cas, faire des recours. Et ça, je n'en doute pas. Mais nous savons que la majorité serait là, mais l'opportunité, c'est justement d'avoir ce débat contradictoire-là. Et 5, même si c'est une seule personne, peut également relever des insuffisances. L'essentiel qu'on ait une assemblée dynamique, et une assemblée dynamique dépend également d'un débat contradictoire. Une assemblée dynamique dépend d'un débat contradictoire. De l'autre côté, quand vous contestez les résultats, est-ce que ça vaut la peine d'aller siéger encore? Si jamais vos requêtes ne sont pas prises en compte et que vous vous retrouvez à l'Assemblée avec 2 personnes, 3 personnes de votre parti politique, ou bien 10 peut-être de l'opposition. Non mais c'est le peuple qui vous a choisi. Vous contestez les résultats. Oui, Est-ce que ça vaut la peine de siéger? Vous contestez les résultats, mais je crois que le peuple vous a choisi, vous a désigné d'aller le représenter. Donc, il faut respecter l'avis du peuple. Je crois que l'opposition jusqu'alors, hier j'ai suivi Maître Apévon, aujourd'hui j'ai écouté également loin M. Birafam, et qui, bon, jusque-là, ils n'ont pas encore dit qu'ils vont siéger ou pas. Et donc, mais à mon avis personnel,
je crois que le mieux serait quand même qu'ils, puisqu'ils ont gagné les élections, ils ont gagné quand même ces sièges-là. Alors, je ne vois pas Adi aujourd'hui refuser de siéger avec ces deux sièges. Adi qui devient de facto chef de file de l'opposition, bon, sous réserve des résultats définitifs. Mais aujourd'hui, Adi va siéger. Et donc, je ne sais pas si avec les 5 sièges, ils pourront quand même constituer un groupe parlementaire. Maintenant, si tant est qu'ils pourraient vraiment le faire, je crois qu'ils peuvent aller avec leur groupe parlementaire. Ils vont également proposer des lois parce que c'est une question de présence. Vous savez, dans l'ancienne législature, il n'y a pas eu quand même un seul parti qui a 5 députés, non? Vous voyez, le PDP, l'UFC, le NET, le MRC. Il y avait les indépendants. Il y avait les indépendants, et donc c'est des groupes parlementaires mixtes et tout, avec des partis qui se sont concertés. Donc je crois qu'ils pourront encore le faire. Malheureusement, il n'y a pas eu un seul indépendant qui soit élu, afin qu'ils se mettent ensemble, parce qu'à 108, non, à 113 députés, je ne sais pas si avant, ces 91 députés, les 91 députés avec 5 sièges pouvaient constituer un groupe parlementaire. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours le cas avec les 113, même si on pouvait quand même leur faire une dérogation spéciale afin de se constituer les 5. Un groupe parlementaire avec non, moi je pense, non, vous savez, il n'y a pas de formule prédéfinie pour la composition d'un parlementaire. Tout dépend aussi des négociations. Voilà. Lorsque les négociations, il vous en souvient que pour que PDP et, je pense, le parti du NET, le NET de Djeri Tama puisse se composer en groupe parlementaire, c'est justement parce que Djeri Tama a pris son bâton de pèlerin et l'a négocié. Donc il n'y a pas d'effectif prédéfini. On peut même avec 2 personnes, si tel est que vous voulez véritablement siéger comme groupe parlementaire, parce que ce sont des affinités dans la politique. Vous partagez peut-être les mêmes idéologies, vous défendez peut-être les mêmes causes pour vous mettre ensemble. Parce que je ne vois pas avec ce discours à la veille des élections qui a caractérisé un certain nombre d'années, voire l'ANC, se mettre en groupe parlementaire vers la DMP. Mais la politique étant ce qu'elle est, la politique nous montre des faces, mais demain, il peut se retrouver. Il faut s'attendre à tout. Tout à fait. Mais c'est en réalité l'opportunité de cette 5e République en réalité. Parce que il faudrait qu'on puisse avoir tout le recul, et dépassionner les débats, et faire un effort également de ne pas trop la personnaliser, et faire en sorte que les gens puissent donc se regrouper et tirer meilleur profit de cette 5e République. Puisque pour moi, il faudrait quand même qu'aujourd'hui, avec tout ce que l'opposition a finalement montré ses limites dans certaines propositions, qu'on puisse passer à autre chose, faire en sorte qu'on puisse avoir une gouvernance partagée de mon point de vue. C'est ce qui permettra aux partis d'opposition très fragilisés, parce qu'on parle également des moyens, mais c'est vrai qu'on le dit, la formule voudrait bien dire que lorsque vous occupez des fonctions d'État, vous n'irez pas pour chercher l'argent. Nous savons pertinemment qu'il y a des bénéfices dus à cet impôt de responsabilité qui permet, en tout cas à certains partis politiques, de se faire plus ou moins une santé financière, d'avoir les moyens de descendre dans l'arène, d'aller auprès des populations, de leur expliquer un certain nombre de choses. Puisque lorsque vous êtes même, puisque les politiques que nous avons ne sont pas fondamentalement des opérateurs reconnus qui ont des moyens, et donc cette question de moyens est un paramètre. Pensez, non, mais on connaît leur profil, on sait ce qu'ils font, on connaît ceux qui sont dans les activités, on sait ce qu'ils font. Certains n'en ont pas. Certains sont la fonction, c'est politique. Donc, ils ne peuvent que vivre de cette politique-là, donc en recherchant des opportunités. Comment peut-on vivre de c'est justement avoir des postes, non? C'est d'avoir des postes. Il n'y a que ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, ils doivent faire un dépassement d'ego, se regrouper et demander à ce que, je pense que dans le partage de ces charges de responsabilité pour régenter les rênes du pays, que cela puisse les concerner et qu'ils puissent donc avoir ces moyens-là. Puisque quelque part, pour moi, la vitalité politique d'un pays dépend également du débat contradictoire, comme je le disais. Donc, un pays sans véritable opposant qui tienne, vous convenez avec moi qu'il nous est très difficile, nous, en tant que journalistes qui faisons donc des débats, d'aller pratiquement, par exemple, ailleurs. Parce qu'on ne voit pas en face, on ne voit qu'un parti politique qui nous donne une vitalité politique. Mais de l'autre côté, lorsqu'on n'a pas
en face également une opposition qui puisse contredire cette vitalité politique. Vous voyez que vous êtes pratiquement, vous faites un saut dans l'inconnu, vous sortez avec des débats fades, et lorsqu'un jour vous êtes interpellé sur l'échiquier international pour intervenir dans un débat, vous n'avez pas de bons exemples à donner. Et moi, je pense que ce n'est pas bon pour, en tout cas, ceux qui font carrière dans les institutions politiques, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi je me dis, il faudrait véritablement, si tel est qu'on veut se situer dans le temps, avoir cet engagement-là, de se regrouper ensemble et véritablement de faire une gouvernance partagée serait bon quand même pour la vitalité politique du pays. Merci à vous. Des résultats des élections législatives, on passe aux résultats des élections régionales avec Gakogoué. David, on peut avoir la une de Gakogoué, Gakogoué qui a titré ceci: élections régionales, UNIR remporte haut les mains. Les élections régionales, je rappelle que pour les résultats provisoires, UNIR s'en sort avec 137 sur les 179 conseils régionaux. Oui, voilà, c'est clair pour tout le monde. UNIR a, bon, pour le moment, remporté les élections législatives avec 108 sièges. Et puis on attendait également les résultats des régionales. Et donc hier, les résultats sont sortis et UNIR qui peut se frotter encore les mains avec 137 conseillers régionaux à travers tout le pays, laissant derrière lui l'opposition avec 42 conseillers régionaux. Je crois que vous savez que l'ensemble des conseillers régionaux va faire 179 et donc aujourd'hui l'UNIR a encore la majorité écrasante, on dira tout simplement, en attendant donc la confirmation de ces résultats par la Cour suprême. À ce niveau, c'est la Cour suprême qui va valider. C'est deux choses bien différentes. C'est deux choses bien différentes. Oui. Et donc, ce n'est plus la Cour constitutionnelle, mais ici, c'est la Cour suprême qui va donner les résultats définitifs. Donc, nous sommes revenus sur ça rapidement quand les informations nous sont parvenues. Et donc, on a relevé en tout cas les forces et faiblesses donc, des uns des autres dans ces élections. UNIR qui a occupé tout le terrain lors des campagnes électorales. Nous avions quand même eu le soin de rencontrer, en tout cas de faire le tour du terrain dans au moins 5 à 10 préfectures. Et nous avons vu comment les campagnes se sont déroulées. Nous avons vu l'opposition dans sa prestation également. Nous avons vu le parti au pouvoir UNIR dans sa prestation également. Et c'est sans nul doute que les résultats soient donc ainsi. Et donc c'est ce que nous avons tout simplement relevé en donnant les résultats et puis citer donc chaque parti politique avec les sièges occupés. Nous avons relevé le fait que Adi, qui s'est retrouvé avec 2 sièges aux législatives, n'a eu que 8 sièges, 8 conseillers régionaux, pendant que à l'ANC qui avait donc un seul, après UNIR, l'ANC qui a 9 conseillers régionaux. Donc et puis il y a eu 2 partis qui ont 5 conseillers régionaux. Il y a l'UFC qui n'a rien gagné donc aux législatives, a au moins 5 conseillers régionaux, de même que Bâtir qui n'a rien eu, alors que quand nous étions dans les lacs, à partir de Bogan-Bitiko jusqu'à Klakou, à la limite du Bamouno et tout, Bâtir était quand même présent sur le terrain, mais c'est une présence qui n'a pas pu donc donner quand même des bons résultats sur le plan, en tout cas au niveau des députés, mais les conseillers au niveau des régions, Bâtir a eu au moins 5, donc on l'a relevé. Et les FDR ont également obtenu un bon score, en tout cas un score acceptable, 3 conseillers régionaux. Et il y a un autre parti qui s'est retrouvé avec 2 conseillers régionaux et puis des indépendants qui ont également un
un conseiller, je crois il y a PDP qui a aussi un conseiller, il y a, je crois que c'est la Nouvelle Vision, où il y a un parti, ce sont des groupes d'indépendants qui se sont retrouvés également avec, pour faire, donc, pour donner le chiffre 42 que l'opposition a obtenu. Donc c'est un peu ça qu'a condensé dans ce petit test que nous avons mis en ligne depuis hier soir. Alors, Adam, dites-moi, quand on voit aujourd'hui les résultats provisoires des régionales et des législatives, est-ce qu'on peut dire que nous allons vers la fin de certains partis politiques? Quand je parle de fin, je veux parler de... Ouais, excusez-moi, mort. Hein. Non, bon, justement, moi, je vois plutôt le contraire. Vous savez, l'environnement politique de mon point de vue n'est pas stable. Et cette fois-ci, où tout le monde, ça saute aux yeux avec ces résultats des législatives et des régionales. Vous l'avez tantôt, en faisant l'analyse, vous avez dit l'ANC qui a un seul député, même si ce sont les élections provisoires, revient en deuxième pour les régionales. Mais également, vous voyez, lorsque vous les analysez, vous comprendrez que nous n'avons pas une politique stable. Donc, tous ceux qui pensent que l'opposition est mourant entre griffes, je pense qu'ils n'auront pas raison. Parce qu'ils peuvent ressusciter de leur somme. Après, en tout cas, tout le boucan qu'on a constaté du parti PDP, du NET, etc., les écarts de langage liés à ce parti politique-là, les invectives, etc., vous conviendrez avec moi que l'ANC est toujours debout, même si à 100%, il n'a plus l'aura qu'on lui connaissait d'antan, il est toujours debout. Parce que, attendons la fin des résultats, en tout cas définitifs, pour en juger. Mais tout compte, on sait que le Togo, nous n'avons pas un environnement politique stable pour parler de la mort cérébrale d'un parti politique ou quoi que ce soit. Mais là où, moi, je pense que l'opposition a encore à faire que de pouvoir rester dans ces invectives-là liées à ce score-là. Vous savez, il y a le cas des gouverneurs qui arrivent. Ce sont des postes très, très intéressants. Et donc, je pense que sur cet aspect, si tel est que, puisque je pense que, même si la prérogative revient au chef de l'État d'après les tests, puisque lorsqu'on parle de ces conseils régionaux, nous ne les connaissons pas assez. Même aujourd'hui, lorsque vous me posez la question sur la formule liée à l'identifiant qui pourrait donc conduire à un gouverneur, je ne saurais vous le dire en totalité. Donc je pense que, quoi qu'il en soit, il ne serait pas opportun qu'on puisse avoir des gouverneurs seulement provenant du NIR. C'est en ce sens que si cette page électorale est tournée, il y a de quoi que les oppositions puissent se repérer, voir dans quelle mesure ils peuvent également avoir, en tout cas, des gouverneurs, parce que, à mon avis, il n'y a pas que les conseillers régionaux qui se regroupent comme les municipales, puisqu'on a dit la formule était presque la même formule que lorsque nous prenons le régime parlementaire. Puisque ce qui s'est passé après les élections, ce sont les conseils municipaux qui se regroupent pour dégager le maire. Et je ne pense pas que c'est la même chose au niveau des conseils régionaux. Puisque la prérogative, on a dit, revient au chef de l'État. C'est pour les sénateurs. C'est pour les sénateurs. Bon, de toute façon, donc, ils ont intérêt à se regrouper pour que, en tout cas dans un fair play politique, que ce soit un ou deux gouverneurs reviennent à l'opposition pour la vitalité politique du pays. Pour la vitalité politique, peut-être c'est notre dernière question. Hein. Abel, même question. La fin de certains partis politiques. Bon, ben, on voit un peu les scores. Oui, on a sifflé. Pour les régionales, par exemple. Mais on avait sifflé la fin. L'ancien chef de file de l'opposition revient avec 0 siège à l'Assemblée nationale. Adi revient pour les résultats provisoires, hein, qui à 2, c'est-à-dire que le chef de file de l'opposition, c'est Adi. Pour les régionales, on a vu aussi les scores là-bas. Oui, ce qui n'était pas prévisible pour Adi, parce que personne ne peut, d'entrée de jeu, voilà, prédire donc Adi devenir chef de file de l'opposition. Je crois même que ce parti, même le responsable de ce parti, n'aurait jamais pensé, vous voyez, vu la configuration politique donc, de mon pays. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi on ne peut pas se dire aujourd'hui que tel parti est en train de signer son certificat de décès. Pas du tout. On a sifflé donc la fin des partis politiques dans ce pays.
le cas de l'USCLA, on avait sifflé la fin de ce parti depuis 2010, oui, voilà, etc. Mais bon, après quelques années, l'UFC est devenu chef de file de l'opposition. C'est vrai qu'on me dira que parce que les autres partis n'étaient pas... Élection, c'est élection. Voilà, et donc c'est de ça qu'il est question. Derrière ça, pour ces élections, l'UFC n'a pas occupé le dernier rang. En tout cas, n'est pas pour le moment, à l'instant T, l'UFC n'est pas le dernier, ou bien la dernière de la classe. Vous voyez un peu. Donc, ce qui veut dire que un parti politique reste un parti politique. Il y a de ces gens-là qui sont fidèles à certains partis politiques. Et c'est à mort pour certains. Vous voyez un peu. Pour certains militants et sympathisants, c'est l'UFC ou rien, c'est l'ANC ou rien, c'est PDP ou rien. Donc, veut dire qu'il n'y a pas ce parti-là qui va... Bon, à moins que le responsable ou bien le parti est incarné par quelqu'un qui ne serait plus de ce monde. L'exemple du CAR est là, qui va ici. Le CAR n'a rien vu. Le CAR, c'est un conseiller un conseiller régional que le CAR a pu obtenir. Mais là également, c'est qu'il y a des gens qui ont voté pour le CAR. Donc, veut dire que le CAR n'est pas parti. Le CAR est en difficulté, certes. Ils ont des problèmes qui sont en interne, qui sont en train de régler, de gérer avec la justice et tout. Mais il y a quand même des électeurs, des militants, des sympathisants pour le CAR. Donc, personne ne signe, bien à signer ça, moi, pour le moment. Il revient donc à chaque parti politique de prendre conscience et de remettre quand même, en tout cas de se remettre au travail pour que d'ici 6 ans, parce que dans un an, il y aura les élections municipales. Et voilà, l'opposition peut encore revenir à partir de ces élections. Et voilà, nous sommes dans la 5e République et cette 5e République a ses règles. Et donc, quelques-unes de ces règles, on l'a déjà commencé avec les élections municipales où on élit, les conseillers sont élus et ce sont ces conseillers-là qui, en leur sein, élisent maintenant leur maire. Okay. Ce sera le cas pour les conseillers régionaux. Non, les conseillers régionaux. Non, mais je parlais des conseillers municipaux okay. Et qui élisent leur maire. Et maintenant, les conseillers régionaux vont élire leur gouverneur. Donc, on aura 5 ou 6 gouverneurs dans le pays. Et maintenant, les sénateurs, ce serait donc une affaire du chef de l'État où bon, la loi a prédit vraiment des choses. Donc, on va quand même aller à ce niveau. C'est progressivement. On a commencé avec les municipaux et donc aujourd'hui, on va faire avec les conseillers régionaux. Et déjà, nous sommes dans la 5e République qui ordonne aujourd'hui que ce soit les députés qui élisent maintenant le chef de l'État, etc. Donc, bon, je crois que la République est en marche. Le président de la République. Oui, il y a le président du Conseil des ministres qui est là, c'est lui qui coiffe tout. Merci à vous, Abel Zendodi. Merci, ce fut quand même un plaisir, c'est un plaisir de partager ce plateau avec... de vous avoir revu après plusieurs mois d'absence. Oui, un plaisir partagé. Mais ce que je vais placer un mot de fin, vous savez, chaque élection a ses principes. Et au sortir des élections, je pense qu'il y a redistribution des cadres politiques. Donc c'est en ce sens que je dis que le principe dégagé lors de ces élections-là, surtout lorsque nous prenons notre environnement, ne peut pas être un principe qui dure dans le temps. Donc chaque acteur politique ou chaque parti politique a l'opportunité de se renaître encore de ses cendres. Mais je pense que nous avons intérêt à faire en sorte que notre environnement politique puisse toujours être, en tout cas en érection, où le dynamisme puisse compter parmi en tout cas la dynamisme de l'opposition également. Moi, c'est un souhait ardent que de pouvoir parler de cette mort cérébrale souhaitée ou actée, en quelque sorte depuis un temps, liée donc à ces partis politiques-là. Donc il faudrait quand même qu'ils soient à l'écoute, éviter la démagogie. Ce que la population veut, c'est un discours franc. Ce dont continue par entretenir les partis d'opposition en ne faisant pas en sorte qu'on puisse donc rentrer dans ce discours franc. La politique politicienne ne donne plus. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous donc jeudi pour notre numéro. Non, jeudi est férié. Vendredi la semaine prochaine pour notre numéro. Mais vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui.
20h et après l'émission sera sur notre page YouTube. Vous pouvez la suivre à tout moment. Merci et bonne journée.